Bien, mais je vous propose de commencer ce grand tour qui en fait avait été mis au programme déjà à quelques reprises, en particulier durant la période Covid, au moment où on devait être confiné et toute activité physique ou intellectuelle était condamnable. Euh, et donc c'est un ancien cas, parce que vous voyez que c'est dans le contexte de l'épidémie Covid-19. Bon, ce cas a été présenté sous un autre titre au printemps de la médecine interne cette année. Donc, ceux qui ont assisté ou qui connaissent le cas, euh, qui soient modestes dans leurs interventions, disons. Voilà. Alors, c'est Harald Engel qui va débuter pour vous présenter le cas et puis je prendrai le relais. Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans, caucasienne, sans antécédents médicaux particuliers. Vous voyez, deux antécédents chirurgicaux, mais sans traitement habituel, sans qu'on lui connaisse des allergies, qui n'a pas d'animaux au domicile et qui n'a pas voyagé, qui ne voyage pas, et qui travaille comme caissière dans un supermarché. C'est une dame qui tombe malade à un moment particulier. C'est le 17 mars qu'on l'admet à l'hôpital. Et donc, c'est en pleine première vague où les cas commencent à exploser au niveau de l'épidémie du Covid. Donc, tout juste avant la phase de confinement. Euh, c'est une patiente qui va arriver avec des symptômes qu'on connaît très bien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une semaine avant son admission à l'hôpital, elle débute par un mal de gorge, une pharyngite au sens large. Elle va d'ailleurs consulter son médecin traitant qui va lui prescrire de l'ibuprofène et de l'amoxicilline qu'elle va continuer à prendre et elle va rester avec ce mal de gorge et développer 5 jours plus tard des nouveaux symptômes qui sont des maux de tête et puis finalement des douleurs musculaires et elle va finalement frissonner et présenter quand même de la fièvre. Le lendemain de l'apparition de cette fièvre, elle va développer aussi des symptômes respiratoires, une toux sèche, elle commence à avoir des douleurs qui sont pas localisées, mais qui sont liées avec la respiration, et aussi un tableau abdominal où elle va avoir un épisode unique de vomissement. Devant l'intensification de tous ces symptômes et le fait qu'elle n'aille toujours pas bien, finalement, elle décide de se présenter au service des urgences, mais surtout parce qu'elle commence à être court d'haleine. Elle a une dyspnée qui s'installe et elle se sent vraiment pas très bien, donc elle arrive aux urgences. Aux urgences, on voit qu'elle est toujours fébrile. On a des choses plus objectives. On voit qu'il y a une tachycardie à 125, quand même importante, normotendue, mais une polypnée quand même tout à fait anormale pour son âge à 35 et finalement une saturation à 92%. Le reste de l'examination clinique est sans particularité. On ne voit pas d'éruption cutanée nulle part, on ne voit pas de ganglions. On ausculte cœur, poumon, ventre, on n'a rien de spécial et on n'a pas d'organomégalie non plus à l'examen clinique. Et fatalement, vu qu'elle arrive à ce moment-là, on lui fait une PCR, ça se peut un protéine nasale, mais qui reviendra négatif. Alors, sa prise de sang à l'admission, ben, on est frappé principalement par des blancs qui sont élevés à 14 700. On voit que c'est une dominance neutrophilique. On voit qu'il y a une CRP à 28 et un fibrinogène qui est élevé. Et donc, on a en tout cas l'impression que c'est quelque chose d'infectieux qui se passe, ce soit viral ou bactérien. Vu la saturation à 92% et la polypnée, on pratique une gazométrie et on voit que l'oxygénation est franchement anormale pour son âge puisqu'on a 58 mm de mercure à l'air ambiant. Pour le reste, on voit qu'il y a une alcalose respiratoire primaire compensée qui est expliquée vraiment par sa polypnée. Devant cette gazo-là, mais forcément, la suite, c'est de se poser la question de ce qui se passe au niveau respiratoire. Donc, on lui pratiquera un scan thoracique et on verra, vous ne le voyez peut-être pas de plus loin, mais il y a de multiples Mhm. plages en verre dépoli qui sont vraiment disséminées dans tous les lobes pulmonaires. Mhm. Et donc,
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense très fort à un Covid, évidemment, malgré que le frottis nasal soit négatif. Et vu les critères, les paramètres vitaux et surtout de l'hypoxie majeure, elle est dirigée aux soins intensifs. Elle arrive en fin de journée le 17. Elle est placée sous lunettes nasales oxygène à haut débit. Et elle va continuer, par contre, à se dégrader très rapidement. Et surtout, sur le plan clinique, elle va commencer à se fatiguer, à présenter des critères de fatigue, de défaillance respiratoire. Et finalement, elle doit être intubée en début de nuit. Vous voyez la première radio qui est en haut, à 3h35, elle a déjà un tube sur la radio. Et on voit que la clinique va continuer dans ce sens-là, malgré la ventilation mécanique en mode protecteur. Donc, on va la traiter comme un ARDS, un SDRA débutant. Et la volume courant qui va être bas, en dessous de 6 ml/kg. On va monter la pipe qui va arriver au-dessus de 10, donc elle rentre dans les critères. Et malgré cela, on va observer une détérioration du rapport PO2 sur FiO2 que l'on suit très fort. Et donc, les recommandations en dessous de 150 et certainement de 100, c'est d'essayer pour optimaliser la ventilation, c'est de les ventiler sur le ventre pour pouvoir descendre la FiO2 qui devait être à ce moment-là à 100% pour éviter la toxicité accrue sur le poumon parce que les radicaux libres sont alors délétères et on aggrave alors le cas clinique. Et donc, on essaie de les ventiler sur le ventre pour pouvoir ventiler mieux et réduire la FiO2, mais ça se soldera par un échec. Donc, le ventral ne va rien améliorer. Et finalement, dans la journée, elle va se dégrader au point qu'on n'a quasi plus du tout d'échange respiratoire au niveau pulmonaire. On devra l'assister et lui placer une ECMO véno-veineuse pour oxygéner son sang par une machine externe. Cette procédure se passera sans problème et on récupérera assez rapidement une oxygénation qu'on a. Dans la suite du bilan, post-intubation, on a alors fait un lavage broncho-alvéolaire pour essayer de mettre au point ce qui se passait. Vu qu'on avait le premier frottis nasal négatif, on a fait un LBA pour avoir une documentation plus précise. Et alors, on est aussi frappé par le fait qu'il y a des blancs et une neutrophilie prédominante sur ce prélèvement-là. Dans la suite, par rapport à la prise de sang, vous voyez, on a aussi sur les jours qui suivent des plaquettes qui vont commencer à chuter. Donc, des choses qui évoquent aussi en première hypothèse souvent un sepsis. Des blancs qui vont continuer à monter, les neutrophiles qui restent fort élevés et une CRP qui va littéralement exploser entre le jour de l'admission où elle était à 28 et le jour 3, on est à 323. On a aussi l'hémoglobine qui chute un petit peu, qui pourrait cadrer dans ce cadre inflammatoire. Et alors, on n'a pas d'autres dysfonctions d'organes, par contre, qui s'installent. On voit que la fonction rénale reste tout à fait stable. On n'a pas de foie de choc ou d'autres défaillances qui viennent. Donc, il est vraiment reste monopathologique. C'est le poumon qui défaille. Il y a un élément qui va nous frapper, c'est les éosinophiles. On voit entre le premier jour et le 6e jour sur la prise de sang qui sont en train de monter. Et vu l'absence totale de diagnostic entre le premier et le 6e jour, finalement, on se résout à répéter le LBA au 6e jour pour voir si on a autre chose, si on a des modifications. Et là, en effet, par rapport au 2e jour, on voit aussi que une des choses qui, outre la neutrophilie qui reste présente, on a une éosinophilie qui va monter, qui va se retrouver entre 14 et 17 par rapport à 9% au départ. Voilà, c'est un élément qui vient comme ça, mais qui ne nous explique pas quelle est l'origine à ce moment-là. Et tous les autres examens qu'on pratique à côté, surtout pour étayer quelque chose de viral ou de bactérien, va revenir négatif. Toutes les cultures bactériennes, urinaires, monocultures, bronchiques, les LBA, tout ça reviendra négatif. Les différentes cartes multiplex, donc ce sont des cartes avec des PCR sur un ensemble de panels de virus très très larges, reviennent complètement négatifs, dont à nouveau le Covid. Donc à ce moment-là, il est plus possible de penser que ce soit encore un Covid, puisque les frottis, on peut encore discuter de la sensibilité des tests. Ici, en principe, elle est très bonne, et donc on doit l'exclure.
On recherche d'autres origines comme les mycobactéries, l'aspergillus revient négatif, d'autres sérologies chlamydia légionelles et aussi des maladies de type auto-immunitaire qui reviennent également négatives. Donc, toutes nos investigations sont retenues à ce moment-là. Et puis, le temps passe, elle continue à se dégrader. On fait finalement un traitement purement supportif qu'on fait assez bien, mais on est incapable d'expliquer entre nous, ni à la famille, ni à d'autres, ce qu'elle a. Et finalement, on est toujours sans diagnostic, sans origine de sa maladie. On voit qu'il y a une anémie qui se creuse, les plaquettes se creusent aussi. Finalement, on se dit que ça, on peut l'expliquer par le fait qu'on a une assistance, donc les membranes dans lesquelles le sang va tourner, va être oxygéné, peuvent couper des plaquettes, peuvent provoquer un peu d'hémolyse. Donc ça nous inquiète moins. Mais par contre, comme vous voyez, au niveau des blancs et de toutes les autres lignées, neutro, lympho, mono et eosino, baso, tout commence à littéralement exploser. Devant cette réponse médulaire, on part finalement dans d'autres hypothèses. On dit finalement, est-ce que ce ne serait pas une infection maligne? Est-ce que ce serait quelque chose de myéloprolifératif sous-jacent et que tout ça serait un épiphénomène de type, par exemple, paranéoplasique? Et donc, on va faire une ponction de moelle. Et la ponction de moelle va nous montrer beaucoup de mégacaryocytes. On va voir que les lignes myéloïdes sont à différents stades de maturation et que tout en fait est augmenté, mais on a l'impression, et on en discute aussi avec les hématologues, que c'est plutôt une réaction, c'est plutôt réactionnel par rapport à ce qui se passe et qu'on n'a pas d'évidence de malignité sous-jacente. Et à nouveau, on a souligné, on a ces éosinophiles qui sont aussi élevés dans cette fonction de moelle. Donc finalement, on ferme ce volet aussi malin. Mais on vous partage nos écrans, nos radios, de jour en jour quand on vient au travail, voilà ce qu'on entend. Chaque jour, ça devient de plus en plus blanc, de moins en moins de poumons, et on ne sait pas ce qu'elle a. Et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc, tout le monde est inquiet, évidemment. On fait du mieux ce qu'on peut au niveau supportif, mais on se rend bien compte que on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on va aller droit dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on donne comme traitement? À ce moment-là, on fait un petit mélange entre une bouillabaisse marseillaise et une moule frite aux croquettes érasmiennes entre la roséphine qu'on met empiriquement avec le Tamiflu et l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc, on a maintenu 5 jours, dont la roséphine qu'on laissait un peu plus longtemps, pour ces raisons de blanc élevé, cette CRP très élevée, en se disant qu'on loupait toujours quelque chose de cet ordre-là, mais qu'on n'arrivait pas à le prouver. Et finalement, on s'est résolu à interrompre ce traitement en partie au jour 5 et le reste au jour 7. Qu'est-ce qu'elle a? Attends. Ouh, merci. Non, mais dans la formule des blancs que tu as montrée, il n'y avait pas de forme immature, je présume. Non. Rien. Et quand on parle de l'hyperleucocytose, elle n'était pas sous haute dose de corticoïdes. Non. Merci. En plus, ok, ta remarque par rapport en particulier au neutro, avec des hautes doses de corticoïdes, on s'attendrait à ce que les eosinophiles se crachent alors qu'ils continuent à augmenter. Donc, on est dans un, on pourrait même dire un syndrome hyperiosynophilique quelque part, puisqu'il y a une atteinte tissulaire, plus des eosinos au-dessus de 1500. Non. Plus que nous à ce moment-là. Voilà, on est à peu près. OK. Oui, une bonne question. Elle n'a pas voyagé. Non. Donc, la question portait sur les voyages. Et donc, il n'y avait rien comme élément parasitaire éventuel. Voilà. Donc finalement, on se dit, en reprenant tout dès le départ, qu'on est forcément influencé par le contexte épidémique, vu le nombre de cas qui explosaient à ce moment-là, et qu'elle présentait évidemment tout ce qui est sur le plan clinique, ce maux de gorge, ces myalgies, ces céphalées, le syndrome grippal, donc les troubles digestifs éventuellement, et le scan qui est tout à fait en faveur de ça. Mais c'était une patiente qui était jeune, sans comorbidité, assez mince,
donc la probabilité a priori assez faible, avec 2 frottis nasopharyngés qui étaient négatifs. Et par la suite, au 2e jour, au 6e jour, on avait d'ailleurs lavé même le poumon gauche et le poumon droit en se disant qu'on aurait peut-être plus de chances dans l'un ou l'autre, et tous ces prélèvements sont revenus négatifs. Donc on devait écarter l'origine, en tout cas virale, de cette affection. Et donc on s'est refocalisé finalement sur les seuls éléments qui nous avaient flashé, qui étaient donc ces éosinophiles. Et on vous a mis en graphique à gauche les éosinophiles au niveau des prises de sang, sur leur évolution sur les 7 jours depuis l'admission. Et on voit qu'ils grimpent de manière significative, comme dans le LBA, qui est, lui, par contre, à l'admission positive, ce que n'était pas la prise de sang, mais qui va aussi augmenter au cours de son séjour. Et aussi, finalement, 20% qu'on retrouvait dans la moelle. Donc, finalement, une éosinophilie omniprésente. Mais finalement, on se dit éosinophilie, atteinte pulmonaire. Donc voilà, on dit on en fait quoi? Une éosinophilie pulmonaire. Peut-être en cas de syndrome Schuch-Strauss. Oui. Oui, mais donc, OK, c'est une hypothèse. Bon, rappelle quand même que pour un Church-Strauss, une des conditions fondamentales, c'est qu'on a affaire à des patients asthmatiques au départ, donc sont eux qui vont développer un Church-Strauss. Il n'y a pas d'autres atteintes à part l'atteinte pulmonaire. Mais enfin, ça peut arriver, mais l'élément clé, c'est l'absence d'antécédents de type asthmatique. Je l'ai pas suivi dès le début, mais elle prend des médicaments déjà avant pour un Dress syndrome, peut-être. Non? Oui, Ou, ou un para... ou des toxiques. oui. Dress toxique, quel toxique? J'en ai aucune idée, mais plein de toxiques peuvent donner je pense, des hyperinosinéphilies assez importantes. Elle fume? C'est une bonne question. Prend du cannabis? Non, non. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme question là? Cannabis. Non. Enfin, elle n'a peut-être pas. Elle n'a pas eu le temps de le dire puisqu'elle était rapidement intubée et ses parents n'étaient pas au courant, mais enfin, elle ne l'aurait peut-être pas dit. Donc, OK. Voilà, pour vous aider un petit peu et pour nous aider, on a repris les différentes classifications. Donc, dans ce que vous avez dit dans le public et à l'extérieur, il y a des choses tout à fait justes. Et donc, en effet, dans les maladies de système, le Church-Strauss peut intervenir, mais en effet, elle devrait être asthmatique, qui n'était pas du tout le cas. Euh, donc, tous les bilans qu'on a fait au niveau des maladies de système, je vous rappelle, notre démarche était revenue aussi négatif. Donc, sur le côté maladie systémique, on n'a pas avancé. Enfin, on pouvait l'exclure raisonnablement. Au niveau infection fongique, parasitose, des choses tropicales également, puisqu'elle ne voyageait vraiment pas. C'était une famille dont les moyens ne le permettaient pas. Il restait en Belgique. Et on avait fait certains tests supplémentaires, dont les helminthiases qu'on avait aussi exclus. Et donc, c'est les deux volets qu'on avait fermés durant notre diagnostic différentiel. Le côté médicamenteux, tout à fait juste aussi. Ça, c'est les plus courants qui peuvent induire des éosinophilies. Mais la patiente, de manière tout à fait sûre, n'en prenait pas. Alors, il y a un INS qui est noté, ils l'ont mis sous ibuprofène, mais le laps de temps est vraiment très court. Et donc, elle avait déjà les symptômes au moment où elle a débuté l'INS, qui permet de comment dire que ce n'est pas l'agent causal non plus dès le départ. Alors, dans les autres, c'est des choses qui sont un peu plus. Donc, qui rejoignent aussi le TBC, etc. Ça, on a aussi exclu. Cancer, on n'avait pas d'indice de malignité non plus. Et alors, dans les autres, c'est les toxiques. En effet, poussière, fumée, des choses, héroïne, crack, etc. Dans mon souvenir, on n'avait pas fait de toxico-urinaire, mais on avait vraiment eu aussi d'autres amis autour d'elle qui avaient bien certifié qu'elle ne prenait pas tout ce genre de substances. Donc ça avait été recherché. Et finalement, on se tourne un petit peu vers la case idiopathique. On enlève le chronique, on se dit, bah, alors on entre sans doute dans l'aigu. Et on se dit, bah, alors ça doit être une pneumonie aiguë à éosinophile, finalement, par élimination.
Et dans les éosinophilies donc d'origine alvéolaire et ces types de maladies interstitielles, et donc on voit que le LBA, c'est lui qui est déterminant et que le pourcentage dans le LBA oriente vers les différentes origines. Et donc, on voit finalement, ben, vous voyez, le Churg-Strauss, les pneumonies chroniques ou aiguës, ils ont des taux de pourcentage qui sont élevés, mais finalement, on n'y est pas dans notre valeur puisqu'on est en 14 à 17. Donc, finalement, la case qu'on avait retenue, ben, on n'est pas vraiment dedans. Et dans ce qui est modéré, toutes les maladies de système, médicaments toxiques, etc., ça, on avait pu l'exclure alors qu'on rentrerait finalement là-dedans. Mais en regardant bien la littérature, on voit que, en effet, un seuil de 25% pour le diagnostic de la pneumonie aiguë ou chronique a été suggéré, mais en fait, les spécificités de ces critères n'ont pas été évaluées de manière prospective. Donc, ça veut dire que c'est peut-être quand même le versant clinique finalement et anamnestique qui peuvent primer sur ce chiffre qui finalement est peut-être un peu plus arbitraire de 25%. Là, on vous a bien aidé, hein, parce qu'on voilà, on vous a tout donné. Vous n'avez plus qu'à choisir. Ouais. Attends. On a recherché les enzymes de conversion dans le LBA. Non, mais enfin, l'enzyme. Oui. Attends. Pas de ganglion. Non, c'est un tableau. Enfin, en plus, un truc aussi aigu. Hein. Bon, la sarcoïdose, généralement, on a le temps de réfléchir avant de mourir. Quoi. Ici, ici, c'est pas vraiment le cas. Oui. OK. OK. Allez, on avance. Finalement, en étant, on voyait la famille régulièrement, évidemment, et en étant quand même dans le brouillard, on décide de faire, et Ellie insistera après aussi. Tu voulais insister toi-même? OK. Donc là, c'est un élément important. Donc, ce n'est pas l'enzyme de conversion dans le liquide, c'est l'anamnèse. Et donc, quel va être l'élément anamnestique qui va nous permettre d'avoir le diagnostic? Pardon? Fréquentation d'oiseaux. Fréquentation d'oiseaux. Non. Peut-être un oiseau de mauvais augure, peut-être, oui. Oui, il est dans le panel. La famille a fouillé ses affaires. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Non, la famille n'a pas fouillé. Elle vapote. Avec quoi? Je n'ai pas la moindre idée, mais j'imagine que dans les vapotages, il y a probablement des produits toxiques qu'on ne connaît pas, Oui. qu'on identifie mal. Elle ne vapote pas. Mais elle aurait pu vapoter. Mais elle ne vapote pas. OK, allez, vas-y. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Et donc, finalement, bon, c'est quand même, ils n'ont pas fouillé, mais ils ont juste oublié de le dire, finalement. Ils ne pensaient pas que c'était important. Et en effet, 2 semaines avant le début des symptômes, la patiente avait commencé à fumer des cigarettes de type Marlboro Gold, puisque c'est ceux-là qui retrouvent qu'elles étaient là, mais ils n'avaient pas pensé de le dire. Et c'est le fait d'avoir refouillé de manière systématique dans toutes nos catégories où on a permis qu'on puisse nous donner cet élément qui était majeur. Et donc, c'est comme ça qu'on a soumis le cas finalement à Paris, où c'était sous forme d'une énigme. Ils devaient, comme vous, trouver. Et on avait mis comme titre Un cow-boy est passé par là. Et donc, c'était en relation avec Robert Norris qui a fait la publicité de la marque pour ceux qui voyaient encore dans ma tranche d'âge, il y avait encore des publicités de tabac à la télé, mais ça, il n'y en a plus maintenant. Et donc, c'est lui qu'on avait mis comme énigme pour trouver la réponse du cas. Et donc, finalement, c'est ça, probablement. On refouille la littérature, enfin, on fouille la littérature à ce sujet, et on trouve le premier papier qui date de Allen en 1989, où là, ils décrivent des dégradations de ce type respiratoire, et on se rend compte que c'est tous des patients qui fument. Et donc, il y a une relation qui est faite à ce moment-là avec le tabac.
mais bizarrement ou étonnamment, il n'est pas incriminé comme origine. Parce qu'à ce moment-là, probablement qu'on se disait que la cigarette, c'était pas mauvais pour la santé, c'était pas toxique. Donc, ils ont juste noté qu'il fumait, mais dans la synthèse, en tout cas, on n'incrimine pas le tabac pour ce type de pneumonie. Dans d'autres revues, dont une qu'on vous a mis ici, ça c'est il date de quelle année? Elle est un peu plus tard. Je ne vois pas, c'est masqué. Et donc là, c'est une série de 36 cas qui sont rapportés et tous sont des jeunes, en fait des jeunes fumeurs. L'âge médian est autour de 22 ans, donc finalement comme notre patiente. Et tous les symptômes ont débuté aussi avec une consommation de tabac dans les quelques semaines qui ont précédé cette affection. Et on voit que 5 sur les 7 patients qui ont dû être intubés étaient des fumeurs. Et donc, on voit que les plus graves fument, en fait, dans ce tableau. Et donc, le diagnostic, c'est finalement la pneumonie aiguë à éosinophile. C'est elle qui rentre comme diagnostic malgré qu'on n'ait pas les 25%. Et c'est ça qu'on avait beaucoup recherché parce qu'on finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de prospectif et donc c'était plutôt arbitraire ce chiffre parce que c'est ça qui nous a embêté beaucoup parce qu'on n'était pas dans cette catégorie-là. Mais dans toutes les publications qu'on retrouve, on voit que dans la première, le 100% sont des fumeurs. Souvent, ce sont des jeunes qui ont débuté le tabac vraiment très, très précocement avant le début des symptômes. Donc, c'est quelque chose de très aigu. Parfois, il y a un arrêt de tabac à un début et il y a un re-onset de tous ces symptômes. Donc, c'est vraiment en lien direct avec le début. Et les plus graves dans l'étude de Giacomi étaient associés à la consommation de cigarettes aussi dans cette série-là. Et finalement, on voit que la clinique, elle peut être comme un sepsis. En fait, on voit que ce sont des réactions qui sont très inflammatoires, avec une leucocytose très importante, une CRP qui peut exploser et une éosinophilie sanguine qui est inconstante, qui peut être négative au départ et comme ici, augmenter avec le temps. Par contre, sur le LBA initial, il est souvent neutrophilique comme on avait, mais souvent on a des neutrophiles, des eosinophiles qui sont présents dès le départ. Mais il pourrait aussi être bas et augmenter avec le temps. C'est ça que, comme ici, finalement, on fait le diagnostic avec le temps, surtout s'il nous manque l'élément amnestique. Si on avait eu le tabac dès le départ, on aurait peut-être fait évidemment le lien plus tôt par rapport à cela. Et donc, on voit la clinique, ils viennent avec des choses qui sont pas spécifiques de quelque chose, fièvre, de la toux, parfois de la dyspnée, mais qui est rapidement progressive. C'est ça qui doit interpeller. Ça peut être des myalgies, céphalées, douleurs abdominales, des choses un peu atypiques comme dans des syndromes viraux ou bactériens. Et alors, une détérioration très grave où on va souvent sur la ventilation mécanique, ce qui est quand même pas anodin du tout et certains sous assistance extracorporelle comme on a eu nous ici. Et avec des images radiologiques non spécifiques qui sont des infiltrats interstitiels, mais qui sont en fait la réaction inflammatoire pure et simple du lit alvéolaire pulmonaire. Et alors le traitement, Elie va y revenir maintenant, c'est de lancer les corticoïdes à des doses élevées. Donc c'est une pulse corticothérapie de méthylprénisolone qu'on a alors démarré et qu'on doit démarrer quand on a pu de manière raisonnable étayer que tout au niveau viral et bactérien était négatif, ce qui était notre cas puisque on le savait depuis longtemps, mais on tardait à faire le diagnostic et le traitement adapté. Et donc, je vais laisser à Elie la parole pour la suite, qui va vous montrer l'évolution sous corticoïdes. Bien, OK, alors on enchaîne avec la suite, un peu l'évolution de son tableau clinique. Vous voyez qu'on a commencé finalement au jour 7-8, une petite dose de méthylprénisolone. Mais alors, ce qui est assez étonnant, les éosinophiles sont en rouge. Vous voyez que sous corticoïdes, on voit les éosinophiles qui grimpent, qui vont atteindre 4000. Là, on est à 500 mg de solumédrol par jour. Et vous voyez, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours.
on est toujours à 4000 et plus d'éosinophiles, ce qui est quand même quelque chose d'étonnant. On pourra y revenir dans la discussion, au point que on dit qu'il faut faire autre chose pour faire chuter les éosinophiles. L'interféron alpha est toujours bon dans ces cas-là, que ce soit myeloprolifératif, réactionnel, etc. Mais dans les autres cas publiés, personne n'a dû avoir recours à l'interféron alpha. Peut-être qu'il n'a servi à rien, que c'était simplement la patience qui aurait dû nous guider. Vous voyez également la lymphocytose qui va monter jusqu'à 8000 et les neutrons, on en a déjà parlé. Donc, un tableau vraiment réactionnel, extrêmement explosif. Et puis, par la suite, tout se résout avec une diminution progressive de la corticothérapie. Alors, vous voyez que ici, au J9 de la méthylprénisolone, ben, vous voyez que là, ça s'éclaircit. Et puis, finalement, au J17, les poumons sont redevenus quasi normaux, de façon plus claire, puisqu'on a enlevé les autres courbes. On a gardé que les eosinophiles et les neutraux. Et la CRP, vous voyez que la CRP, d'ailleurs, la CRP s'écrase assez rapidement. On a quand même l'impression de se trouver dans la phase initiale d'une réaction inflammatoire extrêmement importante, on va dire peut-être de type TH17 ou TH1, mais pas du tout du TH2, avec beaucoup de CRP, beaucoup de neutraux. Et puis après, il y a une deuxième phase qui est une phase différente. Et je trouve intéressant qu'on revienne là-dessus par la suite. Voilà. Alors, je retrouvais quelques papiers qui étaient quand même, qui me paraissaient assez intéressants, notamment des papiers où ils ont dû avoir recours également à de l'oxygénation par membrane extracorporelle, donc des cas sévères. Et vous voyez que le moment pour arriver au pic d'éosinophiles par rapport au début de la corticothérapie, c'était 4e, 5e et dans le 3e cas, 4e jour. Donc, ce qu'on observe ici avec une poursuite de l'hyperéosinophilie en dépit du traitement corticoïde à haute dose, eh bien, il y a d'autres auteurs qui ont remarqué la même chose. Et chez ces 3 patients, donc vous voyez ici le temps, les 3 graphiques pour chaque patient individuel, l'éosinophilie en ordonnée. Vous voyez le début de la corticothérapie et vous voyez que le pic d'éosinophile est décalé par rapport au début de la corticothérapie, ce qui est tout à fait paradoxal. Bon, d'habitude, les éosinophiles dans une situation réactive, ils voient le flacon de médrol et ils s'encourent. Et donc ici, manifestement, on n'est pas dans une situation de ce type-là. On avait évoqué le DRESS. Eh bien, effectivement, dans des cas de DRESS, on peut observer un peu la même chose. Donc, le point commun, situation aiguë avec une stimulation au TH2 extrêmement intense, extrêmement brutale, et donc un petit peu comme si le traitement corticoïde, qui agit, je vous le rappelle, au niveau nucléaire, il faut quand même qu'il y a toute une série de phénomènes qui se passent et qui prennent un petit peu de temps, un peu comme si on est devant une situation qui s'emballe et que le traitement à la cortisone a du mal à faire régresser le phénomène, le train qui est en train de s'accélérer. Et voilà un autre cas, un homme de 40 ans, 3 jours de dyspnée persistante, toux, frissons, douleur thoracique. Là, c'est un ancien fumeur qui avait récemment recommencé à fumer la semaine précédente après 1 an d'abstinence. Donc voilà, ça c'est l'autre cas de figure. Par rapport au tabac, je reviendrai plus en détail par rapport à cela. Et vous voyez ici les différentes lignées sanguines. Les blancs qui sont augmentés à près de 40 000 au moment de l'admission, les neutrophiles qui sont à 25 000, les eosinos qui sont à plat. Et donc, c'est vraiment le tableau très typique et je pense qu'un des messages doit être celui-là, de garder dans le diagnostic différentiel, en particulier quand ça résiste aux antibiotiques, qu'il n'y a rien qui pousse au niveau des hémocultures et qu'on a un élément anamnestique qu'il faut rechercher de façon importante. Alors, vous voyez ici, en fait, dans ce cas-là, ils n'ont pas précisé ça dans ce papier. Vous voyez que le début du traitement corticoïde, et là, on est au J7.
et les eosinophiles continuent à grimper jusqu'au J9. Donc, ce même décalage se retrouve de façon assez régulière dans la littérature. Alors, quid de la corticothérapie? Alors, ce papier-ci n'est pas inintéressant parce qu'ils ont comparé des groupes de patients qui avaient au départ, contrairement à ce cas-ci, aux autres que j'ai évoqués, ils avaient une éosinophilie de départ. Ils ont mis le cutoff à 500. Donc, il y a un groupe de patients qui ont 500 éosinophiles au départ et d'autres qui ont moins de 500. Et compare la stratégie de diminution de la corticothérapie dans ces deux groupes. C'est une étude prospective qui répond aux critères de Philippe, notamment dans les critères de Philippe qui datent quand même d'il y a pas mal d'années. C'est là où il avait déterminé qu'il fallait les 25% d'éosinophiles, ce que personnellement je trouve critiquable parce qu'on écarterait des diagnostics à tort. 14 patients, donc c'est quand même moindre, qui ont une éosinophilie de départ à plus que 500 et la grosse majorité plus que 500. Alors vous voyez le tableau, c'est donc en foncé, c'est les eosinophiles de départ, en clair, les autres, et vous voyez que ce sont les clairs qui ont des insuffisances rénales, insuffisances respiratoires les plus importantes. Donc, il y a quand même une relation entre le taux d'éosinophiles de départ et la gravité de l'affection. Donc, on va ici s'adresser à des patients qui sont moins graves, et comme on va le voir, ces patients-là vont pouvoir diminuer leur corticothérapie plus rapidement. Vous voyez que sur toute une série de critères de gravité, le groupe avec des éosinophiles normaux au départ, eh bien, ils sont plus graves, ils ont plus de fièvre, plus de dyspnée, ils sont plus tachypnéiques, etc. Et au niveau sanguin, mais c'est le tableau assez typique, mais évidemment avec un taux d'éosinophile différent, puisque par définition, on avait repris ce critère-là. Ceci dit, vous voyez que la CRP, attention, c'est des milligrammes par décilitre, donc multiplié par 10. Le groupe sans éosinophilie de départ avait des CRP qui allaient de 90 jusqu'à 140, tandis que c'était moindre chez les autres patients. Enfin, comme on peut s'y attendre aussi, plus de la moitié des patients sans éosinophilie de départ se retrouvaient aux soins intensifs. Et donc, ce qu'ils ont fait, on ne va pas trop détailler ceci, peu d'éosinophiles au départ, donc plus grave, une corticothérapie avec, dans ces cas-là, 60 mg pendant 3 jours de méthylprénisolone et puis une décroissance. S'ils étaient moins graves au plan d'insuffisance respiratoire, bien, on diminuait plus rapidement. Et s'il n'y avait quasi pas de symptômes, il n'y avait pas de traitement. Mais vous voyez que dans le groupe grave, il y a 0 patient dans cette situation. Par contre, vous voyez que 2 patients dans le groupe peu grave, eh bien, ça s'est résolu spontanément. Donc, il faut adapter un peu l'arsenal thérapeutique et en particulier la dose et l'intensité de la corticothérapie à la gravité de la situation. Il est clair qu'en fonction de ce schéma-là, s'il y avait une détérioration clinique, eh bien, on reprenait la corticothérapie. Donc, durée du traitement, seulement 4 jours lorsqu'on est dans le groupe pas grave, 14 jours dans le groupe grave. Les tableaux sont assez indigestes dans une présentation dont je vous ai remis en graphique. Donc, vous voyez ici, toujours dans le même code couleur, les gris foncés, les graves, les clairs, les moins graves. Vous voyez que la résolution de la toux, des expectos, la gêne thoracique, de tous les symptômes, etc., tout ça rentre dans l'ordre de façon beaucoup plus rapide dans des tableaux où il y a des éosinophiles au départ. Alors, quelques mots concernant la physiopathologie que je voudrais développer selon 4 axes. D'abord, revenir sur l'imputabilité du tabac, reparler de la problématique inflammatoire et dire un mot de 2 cytokines qui sont vraiment impliquées dans ce problème. En ce qui concerne tout d'abord le tabac, il y a quand même des choses un peu incohérentes dans la littérature et même dans les bonnes revues, puisque on parle de pneumonie aiguë eosinophile, et quand on voit le texte, y compris d'ailleurs dans l'excellente revue de Up to Date, il est mis consommation de tabac et fumée. Enfin, s'il y a une cause, on ne peut pas dire que c'est idiopathique, quoi. Et donc,
il y a là un problème de sémantique qui devrait être réglé et réserver le terme idiopathique uniquement à des patients qui n'appartiennent pas à la deuxième catégorie. C'est presque un truisme de dire ça. Alors, voilà un petit peu les habitudes tabagiques associées à cette pneumonie aiguë et eosinophile. Ici, c'est 33 patients, 97% sont fumeurs. Et alors, je vous montrerai un cas particulier d'un test de provocation qu'ils ont réalisé chez 9 patients après accord du comité d'éthique. Oui, bien. OK. Mais enfin, en termes de causalité et de la responsabilité de quelque chose, vous savez bien que quand c'est des médicaments, autre chose, c'est le reach challenge, comme on dit en anglais, qui est nécessaire. Donc, vous voyez ici que la grande majorité, c'est des nouveaux fumeurs depuis moins d'un mois. Un bon groupe aussi qui avait majoré leur consommation de tabac, mais pas une petite majoration. On s'est fumé 4 à 5 fois plus qu'ils ne fumaient d'habitude. Et il n'y avait finalement qu'un seul patient qui était non-fumeur. Alors voilà un peu le reach challenge chez un de ces patients. Donc, temps zéro, une cigarette, après une heure, deuxième cigarette, troisième, quatre, voilà, tap, 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 au total, 5 cigarettes. Et on voit que entre 8 et 12 heures après le début de ce test, il commence à tousser, être dyspnéique, la pression partielle d'oxygène qui chute, la capacité vitale qui chute, les eosinophiles qui augmentent encore. Bon, là, ils arrêtent l'expérience et ils mettent 1 gramme de solumidrol et puis les choses rentrent dans l'ordre. Donc, l'imputabilité du tabac, indépendamment des éléments épidémiologiques, paraît évidemment extrêmement claire. Alors, la réponse inflammatoire, et la pédagogie, c'est aussi la répétition. Vous avez compris que la phase initiale, c'est des neutraux et de la CRP, et puis les eosinophilies pulmonaires et sanguines arrivent dans un deuxième temps. Et donc, ceci a été étudié. 3 patients où ils ont insisté surtout sur la neutrophilie pour essayer de comprendre un peu le pourquoi. 3-4 pneumonies aiguës et eosinophiles induites par la fumée de cigarettes mentholées. Donc ici, c'était des cigarettes un peu spéciales. Ça se passe, il y a pas mal de cas qui viennent de Corée ou du Japon. Neutrophilie sanguine et tissulaire initiale. Et eux, ils ont étudié la production d'interleukine 8 in vitro, à la fois sur des lignées primaires de cellules épithéliales bronchiques de 2 de ces patients, qu'ils ont été grattés 2 mois après la résolution des problèmes. Ils ont mis en culture et ils étudient in vitro la production d'IL-8. Et puis alors, il y avait un témoin non malade qui a accepté de se plier à ce test. Et ensuite, ils ont également étudié ça sur des lignées établies de cellules épithéliales bronchiques. Alors, l'IL-8 est produite par beaucoup de tissus, des macrophages, des cellules épithéliales, des cellules musculaires des voies aériennes et des cellules endothéliales. Donc, il y a possiblement différentes sources de production d'IL-8. Et cet IL-8 est également connu comme un facteur chémotactique des neutrophiles. C'est un petit peu au niveau de neutrophiles, ce qu'est l'éotaxine au niveau des eosinophiles. Et comme la plupart de ces chémokines, il y a un acronyme qui est CXCL8, en l'occurrence pour l'IL-8. Donc, chémotactisme des granulocytes sur les sites inflammatoires et accessoirement, ici, ça ne joue pas, me semble-t-il, un rôle, c'est également un promoteur de l'angiogénèse. Alors, j'ai résumé un peu le cas de ces 3 patients. Vous voyez que tous les 3 au départ, 16 000 blancs, 88 neutraux, 0 eosino, donc vraiment le cas tout à fait typique de cette pathologie. Et quand on reprend la biologie au J3, J5 ou J7 pour le dernier de ces patients, on voit que les eosinophiles commencent à monter et atteignent des valeurs assez élevées. Ils ont dosé l'IL-5 et l'IL-8 dans le sang. Ça n'a pas été d'une grande contribution, comme dans beaucoup de situations où ce qui se passe est au niveau tissulaire et moins le reflet au niveau sanguin. Alors, le LBA a été fait au J6 et au J4 pour le deuxième patient, 27%, 25%. Il n'y a pas eu de LBA pour le troisième. Par contre, il y a eu des biopsies transbronchiques et dans les critères de Philippe modifiés, cet examen-là peut remplacer le LBA, pour autant qu'on y démontre bien entendu une infiltration eosinophilique. Alors, ce qui est intéressant dans ces biopsies transbronchiques, c'est que dans le premier, il y a une grosse infiltration de neutraux et d'éosinaux.
Dans le troisième, au moment où on fait cette biopsie transbronchique, il y a une infiltration exclusivement de neutrophiles. Et puis, le patient numéro 2, c'était Osino. Bon, probablement que tout ça dépend un peu de la dynamique et du moment où on réalise les prélèvements. Si on est très précoce, ça va être plutôt neutrophilique. Si on est plus tardif, ça va être éosinophilique. Alors voilà un peu in vitro. Donc, à 6 heures et à 24 heures, donc ce sont des cultures primaires en ce qui concerne les deux patients et le témoin sain. On les met en présence de la fumée de cigarettes responsables, et donc deux marques, une qu'on connaît mieux, l'autre qui est plutôt orientale. Et donc, vous voyez que la production d'interleukine 8 à 24 heures est vraiment et significativement plus importante que la fumée contrôle. La fumée contrôle, c'est de l'air pur, donc il n'y a pas de cigarette. Vous voyez que le témoin sain, par contre, ne montre pas de différence significative entre les différents stimulus, notamment par rapport au stimulus contrôle. Alors, ce point est quand même intéressant, ils ne le discutent pas tellement dans leur papier, mais ça veut dire qu'il y a très vraisemblablement un facteur de prédisposition probablement génétique qui fait que certains patients vont réagir de manière particulière à cette fumée de cigarette. Sur la lignée de cellules établies, on retrouve également une réponse majorée, mais enfin d'une intensité qui n'est pas extrêmement importante. Alors, l'interleukine 33 est une cytokine assez particulière. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande cet article dans un des magazines de Nature sur l'interleukine 33. On peut la résumer comme suit. Donc, elle fait partie d'un membre de la superfamille de l'interleukine 1. Elle a une expression constitutive également dans une série de cellules épithéliales, endothéliales et les fibroblastes. Et elle joue un rôle clé à la fois dans l'immunité innée et dans l'immunité adaptative, en particulier dans tout ce qui tourne autour de l'homéostasie tissulaire en réponse à des stress environnementaux. Et donc, on se trouve vraiment dans quelque chose qui correspond à cela en termes d'IL-33. Il y a un récepteur qui est présent sur les lymphocytes Th2 et les mastocytes, et ce récepteur s'appelle ST2, et donc il va activer ces lymphocytes Th2, mastocytes et d'autres cellules. Et vous voyez en effet que ce récepteur se retrouve sur toute une série de lignées, à la fois des Th1, des Treg, des cellules très intéressantes dans le cas de réponse allergique qui est ILC2, qui sont des cellules lymphoïdes innées. Et vous voyez que toutes ces cellules-là sont susceptibles de répondre à l'IL-33. Alors, en fait, cette interleukine a une particularité, c'est qu'elle ne se trouve pas dans le cytoplasme, comme la plupart des interleukines, mais elle se trouve dans une position nucléaire accrochée à la chromatine. Et donc, on la considère comme une alarmine nucléaire qui va réagir à une série de stimulus, ces stimulus pouvant être des stress de type mécanique ou chimique, ou des cellules nécrotiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles chez la souris où la fumée de cigarette a induit de l'IL-33 au niveau des voies aériennes et de l'épithélium bronchique. Alors, bon, quelques papiers que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui me paraissaient intéressants dans le cadre de la discussion. L'IL-33 promeut également la production d'interleukine 6 et d'interleukine 8. Donc, via l'IL-6, on peut comprendre également la réponse extrêmement importante en CRP, par exemple. Si on utilise des anti-IL-33, et donc c'est un vaste sujet d'exploration actuellement dans des pathologies plus fréquentes que celles qu'on a vues, à savoir l'asthme bronchique et la bronchite chronique, où l'IL-33 semble impliqué. Et donc, il y a pas mal de médicaments qui sont en cours de développement pour cibler ces maladies. Et donc, vous voyez ici dans un modèle de souris, eh bien, l'anti-IL-33 inhibe la réaction inflammatoire pulmonaire induite par la fumée de cigarette. Enfin, je venais de l'évoquer, il y a de la littérature qui suggère de viser l'interleukine 33 comme traitement
novateur de l'asthme et de la COPD. Alors, bon, j'ai essayé de faire un petit résumé de tout cela en reprenant le papier de Giacobi. Ils ont commis 2 papiers, un premier qui était extrêmement intéressant, descriptif, et un deuxième qui était plus de réflexion. Vous voyez, il date de 2018. Bon, il est assez complexe. Ce qu'on parle ici, c'est la fumée de cigarette, et donc je vais vous épargner les allergènes, les infections et les médicaments, et je vous propose ce schéma-ci. Un peu différent, donc j'ai été prudent en mettant que c'est adapté. En effet, dans le papier et dans leur réflexion à eux, ils ne parlaient que des cellules endothéliales. Or, le nombre de publications qui montrent qu'à la fois l'IL-33 se trouve au niveau de l'épithélium bronchique, et même conceptuellement, il y a une cohérence de se dire que une alarmine de ce type-là doit réagir le plus précocement possible et pas attendre qu'on soit au niveau de l'endothélium, et donc qu'au niveau épithélial, ça joue un rôle. Et donc, je pense personnellement que ceci induit des lésions de l'endothélium, mais également de l'épithélium, et que suite à ça, il y a une sécrétion d'IL-33 et d'interleukine 8. L'interleukine 8 recrute des neutrophiles et les active sur les lieux du crime, le poumon. De façon intéressante d'ailleurs, comme je vous l'avais cité, l'IL-33 a aussi un effet de stimulant. Il y a une sorte de boucle d'activation de l'IL-33 sur l'IL-8. L'IL-33 va activer les macrophages des cellules dendritiques, mais aussi stimuler, comme on l'a vu, à la fois ces cellules lymphoïdes de type 2 qui ressemblent un petit peu au TH2, mais via l'IL-18, générer également des cellules TH2. L'ensemble va conduire à une sécrétion d'interleukine 5 et donc de recruter des éosinophiles au niveau pulmonaire CQFD. Et donc, quel message à retenir? Bon, d'abord, le tabac, la consommation de tabac est susceptible d'induire des problèmes respiratoires aigus rapidement progressifs, avec une biologie très inflammatoire initialement et une hyperleucocytose neutrophilique. L'hyperéosinophilie est plus tardive et inconstante, et une éosinophilie initiale serait un facteur de meilleur pronostic. Le LBA est déterminant. Attention, du moment où on réalise ce LBA, parce qu'initialement c'est des neutrophiles, l'éosinophilie est plus tardive, et nous avons discuté le critère de 25% qu'il me semble devoir être balancé par le fait d'avoir été en contact avec de la fumée. Alors, je pense que si on devait mettre un score, si on n'a pas cette notion-là, il est probablement prudent pour avoir une valeur prédictive positive importante de mettre ce critère de 25%. Par contre, si on ne l'a pas, mais qu'on a une notion de consommation de tabac avec les différents aspects que je vous ai signalés, pour moi, ça contrebalance le fait qu'on n'atteigne pas les 25% demandés dans le papier de Philippe. La corticothérapie à haute dose est souvent nécessaire, avec une durée de traitement variable, et le tout est d'un excellent pronostic. À partir du moment où on a fait le diagnostic et qu'on a traité les patients, et ceci sans séquelles. Et je vous ai rappelé le rôle pathogénique de l'IL-33 et de l'IL-8, et un nouvel appel à avoir une anamnèse la plus complète possible, et dans des situations pulmonaires de ce type-là, poser les bonnes questions par rapport à la consommation de cigarettes. L'explosion des tours du 11 septembre, ils ont vu pas mal de cas de ce type-là, mais enfin, ça c'est plus exceptionnel. Enfin, j'espère. Merci. Je dirais, même sans ce dernier élément amnestique devant la gravité de la situation, l'écartement de tout processus infectieux, est-ce qu'on n'aurait de toute façon pas été en droit de tenter un traitement corticoïde, premièrement? Deuxièmement, pourquoi finalement la prudence d'une petite dose initiale devant un tableau aussi catastrophique? C'est une bonne question. Alors, mais je ne sais pas, Harald va peut-être répondre. Enfin, j'ai perçu en descendant aux étages que, voilà, qu'il y a une certaine, à juste titre, dans la plupart des situations, qu'il y a une certaine réticence des intensivistes à appuyer sur le bouton corticoïde. Mais enfin, Harald va peut-être... C'est une discussion, hein.
il fallait être tout à fait convaincu qu'on avait exclu. À ce moment-là, il y a une partie qui n'était pas du tout d'accord avec le fait qu'on ait complètement pu exclure. Donc, les éléments, vous les avez bien présentés dans l'ordre, mais ils arrivent dans un désordre, évidemment, pas au timing en même temps. Donc, au fur et à mesure des discussions, on n'a pas toujours tous les éléments, etc. Et donc, finalement, je crois que ben, il y avait un côté qui croyait, un côté pas, et finalement la petite dose s'explique parce qu'on s'est dit, bon, ben, si il y en a un qui croit, les autres pas, on va peut-être mettre la moitié. Et puis après, on a augmenté puisqu'on a vu que ça marchait un petit peu. Ah, voilà. Je sais pas si je réponds. Oui, mais écoute, voilà. Il y a une autre question là, sur l'extérieur? Rien? Ah, attends, Jean puis Antoine. Non, moi, une belle question. A-t-elle recommencé à fumer? Moi, je l'ai revu en consultation par la suite. À un moment donné, je m'étais dit que ça aurait pu être pas inintéressant, vu cette réponse vraiment extrêmement importante, de lui reprendre des PBMC, et de les mettre en présence de tabac et de voir s'il restait une réponse. Donc, je vais solidement déconseiller de fumer. Je pense qu'elle a compris. Ceci dit, il y a des cas où ils ont recommencé de fumer et ça ne s'est plus remanifesté. Et donc, voilà, quoi, il pourrait y avoir eu une vaccination. Mais enfin, ça, je ne vais pas raconter, évidemment. Bon, mais ici, c'est une question toute simple. D'abord, merci pour cette excellente présentation, magnifique. Est-ce qu'on a une idée de l'incidence de ce phénomène chez les fumeurs? Je n'ai pas bien compris dans les... Est-ce que on ne sait pas très bien chiffrer? Et aussi, je vais te passer le micro, est-ce que, par exemple, dans le cas de cette jeune femme, la quantité de tabac fumé, voilà. La quantité de tabac fumé, je ne peux pas répondre directement à la question. On n'a pas l'impression que ce soit un facteur, l'aspect quantitatif, un facteur déterminant. Alors, par rapport à l'incidence, par rapport aux milliards de fumeurs dans le monde, ça ne doit pas représenter énormément de choses. Bon, rien que si on prend allez, le filtre, le biais de sélection d'unités de soins intensifs sur plusieurs années, n'ont pas vu des cas comme ça. On a l'impression que c'est peut-être plus fréquent dans les pays asiatiques, et en tout cas des séries plus grandes, notamment de militaires en Corée du Sud, etc. On voit des séries de 150, 160 patients. Alors, est-ce qu'il y a par ailleurs un facteur de prédisposition génétique qui fera en sorte que certains haplotypes sont plus concernés dans ces régions-là? C'est pas exclu. Mais il n'y a rien pour le moment dans la littérature. A-t-on une idée de savoir si c'est le tabac ou tous les additifs qu'ils mettent dedans? Alors, bon, alors, ce point a été discuté, notamment avec les cigarettes mentholées. Donc, là, dans la discussion, en disant est-ce que c'est vraiment, et c'est quoi dans le tabac qui est l'élément responsable? Et donc, ça aussi, bon, mais. Il y en a plus au niveau asiatique. Chez les Asiatiques, ils sont beaucoup plus friands de ce genre de tabac avec des goûts qui sont rajoutés. Donc, ça pouvait aussi être. Mais qui ont été interdits. Donc, il y a quand même une législation, mais qui n'est pas tellement dans un but de protection spécifique de la santé, mais le fait que mettre des goûts particuliers pourrait être un élément d'attrait complémentaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une législation par rapport à cela. Brigitte. Est-ce que ça a été décrit chez les vapoteurs? Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi des pneumonies eosinophiles. Exact. Ça a été décrit chez les vapoteurs également, ce qui ramène à la question précédente de savoir. Mais finalement, ce n'est pas tellement étonnant parce que quand. Bon, et les cas, je vous citais dans le 11 septembre également. Donc, les fumées, d'une façon générale, et on va dire tout toxique potentiel qui arrive par les voies aériennes est un candidat. Et c'est pour ça que je trouvais assez séduisant l'hypothèse IL-33, qui est une alarmine de réaction primitive. C'est également dans l'immunité adaptative que ça joue. Donc, l'épithélium bronchique voit un ANI, il tape dessus. Il tape dessus avec l'IL-33 et puis on déclenche la réponse. Mais ça a été effectivement décrit chez les vapoteurs.
Oui, encore une question. En fait, on a vraiment l'impression d'une réaction immunoallergique aiguë sur aiguë. Est-ce qu'on a testé après guérison, je dirais, le profil immunoallergique de ces patients par des tests épicutanés ou autres, pour voir s'ils ont vraiment une diathèse allergique de base? Écoute, ça n'apparaît pas vraiment. Je pense qu'on avait des IgE ici qui étaient normales, donc on n'a pas du tout l'impression qu'au départ, ils ont un profil TH2 comme on avait éventuellement certains ont évoqué la possibilité d'un Church-Strauss, où là, on est dans une ambiance TH2 de départ, et puis il y a quelque chose qui va déclencher le phénomène. Ici, on n'est pas vraiment dans le même type de situation. Donc, il faut déconseiller de fumer à tout le monde, pas uniquement ceux qui sont allergiques. OK, bien. Eh bien, merci. Merci aux Usimens et Women et aux intervenants et à la semaine prochaine.